Bienvenue dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité en Guinée et au Tchad. Comme vous le savez, en janvier dernier, le président guinéen Alpha Condé a rendu public un décret instaurant un dialogue politique et social entre acteurs institutionnels, politiques et sociaux. La décision intervient dans un climat politique crispé avec l'interpellation de 400 personnes à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Est-ce possible un dialogue politique au moment où des opposants sont encore en prison, d'autres comme Mamadi Condé, condamnés à 5 ans ferme? Dans quelles conditions pourrait-on dialoguer en Guinée? Nous en parlons dans la première partie avec nos invités. Dans la seconde partie, nous parlerons bien évidemment du Tchad avec le président Déby qui a été investi pour la 6e fois comme candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais avant tout, nous allons nous intéresser d'abord à la Guinée. Et là, nous sommes avec nos invités Mamadou Seck, spécialiste en géopolitique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci madame, c'est également un plaisir partagé. Et avec lui, nous sommes avec Bachir Fofana, analyste politique. Merci Aminata pour l'invitation. Un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Alors, Monsieur Fofana, que pensez-vous déjà de la création de ce cadre permanent de dialogue politique et social mis en place par le président Condé? Oui, vous savez, la Guinée, comme on dit nous, dans notre jargon, la Guinée-Conakry a la particularité d'être ce pays en tension permanente dans sa classe, au niveau de sa classe politique. Donc, elle a d'abord vécu une longue période sous Sékou Touré, du fameux nom du référendum de 1958 à 1984, avec un régime de fer qui a vu vraiment une dictature s'imposer. À la mort de Sékou Touré, c'est des militaires qui prennent le pouvoir avec Lansana Condé. Lansana Condé qui a été après dans la vie civile, après qui a gagné des élections et qui est même arrivé à emprisonner l'actuel président Alpha Condé. Par la suite, à la mort de celui-ci, encore les militaires ont repris le pouvoir avec l'épisode d'Addis Kabara Sekouba Konaté pour qu'on aille vers des élections, les premières élections libres et démocratiques, comme on dit, en 2010, qui a vu l'élection ou la victoire de Alpha Condé. Et depuis, pouvoir et opposition ne sont pas du tout dans une bonne entente, ne sont pas en odeur de sainteté. Donc voilà comment se présente la situation guinéenne depuis un bon moment. Donc il y a toujours ce conflit permanent. Moi je me rappelle en 2010, j'avais effectué un voyage en Guinée et voilà, on parlait de tension à ce temps-là par rapport au nouveau texte constitutionnel, par rapport aux élections législatives qui devaient venir, etc. Donc, mais après, comme on dit, même la guerre de 100 ans, elle a fini autour d'une table. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on s'asseye pour voir comment trouver des solutions aux problèmes. Parce que, comme on dit, si on veut faire le développement, il faut régler les questions politiques ou les questions d'ordre politicien. Donc aujourd'hui, la classe politique guinéenne reste à savoir maintenant quels sont les gages que donne le président Alpha Condé et quelles sont les concessions que ses opposants sont prêts à faire. Donc c'est à ce niveau que les Guinéens doivent trouver les ressorts nécessaires pour l'intérêt supérieur de la Guinée, de s'entendre et pour le développement de ce pays, qui est quand même, il faut le dire, le grenier de cette Afrique de l'Ouest en termes d'hydrographie. Tous nos fleuves partent de la Guinée. Question importante, là nous allons y revenir, mais j'aimerais bien que Mamadou Seck nous donne votre avis par rapport à ce dialogue quand même qui a été instauré par le président Condé. En fait, le rappel que mon ami Fofana a fait est un bon rappel, hein, un rappel historique. Mais moi je voudrais intégrer également dans ce rappel-là l'ingrédient ethnique. Vous savez, en Guinée, on a une crise politique, mais qui a des relents ethnocentristes. Parce que de toute façon, on l'a vu hein, depuis très très longtemps, depuis, disons, l'opposition, on peut l'appeler comme ça, entre Sékou Touré, le Malinké, et le premier secrétaire général de l'ONU, Diallo Telli, de l'OUA, Diallo Telli, hein, qui est revenu et qui a été assassiné par Sékou Touré, c'est ce qu'on dit. Donc depuis lors, on a un problème entre les Peuls et les autres ethnies en Guinée. Et si on fait la géopolitique de la Guinée, on sait que les Peuls font 40%. Donc c'est l'ethnie majoritaire. Mais les autres se sont pratiquement ligués contre les Peuls. Et il arrive que lors des élections, la fracture ethnique soit tellement importante que, quelque part, les Peuls se sentent complètement, disons,
marginalisé par toutes les autres ethnies. D'ailleurs, les hommes politiques en Guinée, notamment le président Alpha Condé, n'hésitent pas à emboucher les trompettes, on va dire, ou bien même la trompette de la division ethnique pour arriver au pouvoir ou bien pour se maintenir au pouvoir. Et Diallo, Cellou Dalein Diallo également. Il le fait. Hein, il le fait. Il fait la même chose. Donc, le problème en Guinée, c'est d'abord un problème d'unité nationale. Si on règle cette question d'unité nationale, si les Guinéens se sentent un peu plus guinéens que Peul ou Malinké ou Forestier, etc., ou Soussou, le problème sera réglé, je pense. Et pensez-vous qu'avec ce dialogue, ça sera possible? Ce sera extrêmement difficile parce que les lignes de fracture sont très très fortes. Il faut aller dans les quartiers périphériques de Conakry, l'axe entre Bambeto et Amdalaï, pour comprendre clairement que cette question ethnique, elle est fortement ancrée dans les esprits et dans les consciences en Guinée. Et donc, c'est ça qu'il faut d'abord régler. La communauté internationale maintenant, bien sûr, c'est un partenaire, peut aider la Guinée à aller vers, disons, vers une possibilité pour dépasser cette question ethnique. Mais la question ethnique, elle est centrale en Guinée. Cette question identitaire, elle est essentielle. Comme Bachir l'a dit, il faudra peut-être voir quelles sont les concessions que Alpha Condé est prêt à faire. Et également, quelles sont les possibilités pour que Cellou Dalein Diallo, surtout, gère ses troupes, on va dire. Parce que la fracture, elle est vraiment profonde. Et déjà, vous avez parlé de cette fracture. Il y a certaines questions aussi qui sont importantes et qui sont posées par l'opposition, comme les conditions d'un dialogue sérieux, à savoir la composition de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale ou de la Commission électorale, entre autres. Pensez-vous, Fofana, que ce cadre prendra en charge ces questions? Mais elle devrait prendre toutes les questions qui permettront à la Guinée de dépasser ou d'aller vers un nouveau cap, vers une nouvelle orientation, vers une nouvelle direction. Parce qu'on ne peut pas être dans cette division permanente ethnocentriste autour de la gestion politique et des affaires en Guinée. Donc, toutes les questions devront être adressées et toutes les questions devront trouver des réponses. Donc, voilà pourquoi je dis, tout dépendra de quels sont les gages que le président Alpha Condé est prêt à accorder et tout dépend de quelles sont les concessions que ses opposants sont prêts à faire. Mais l'un dans l'autre, la commission électorale, sa composition, on a toujours soupçonné le président de la commission électorale et les membres de cette commission d'être à la solde du président de la République ou de son parti. Donc il va falloir peut-être voir la composition de cette commission électorale. On a parlé aussi d'autres institutions, la réforme des institutions, le mode de scrutin, parce qu'ils ont beaucoup discuté, ils ont beaucoup épilogué sur le mode de scrutin, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, c'est pratiquement la même chose au Sénégal, disons, entre la Guinée et le Sénégal sur certaines questions. Mais après, tout dépendra de ce que les acteurs politiques sont prêts à se faire entre eux comme concession. Mais l'un dans l'autre, toutes les questions, qu'elles soient d'ordre économique, sociétal, politique, éducatif, etc., devront être au moins adressées. Après, on dira, nous sommes arrivés à nous entendre sur ces points, ou ces points, nous ne sommes pas arrivés à nous entendre, nous les revoyons aux prochaines étapes, etc. Mais moi déjà, je salue le fait que Guinéens de tous bords soient dans les dispositions discuter, d'échanger sur l'avenir de leur pays. Est-ce qu'ils sont tous dans les discussions? Ça, c'est une question aussi à revoir. Alors déjà, ces questions qui sont très importantes quand même de l'opposition, la composition de la Cour constitutionnelle qui suscite de nombreuses polémiques, l'Assemblée nationale ou la Commission électorale, ça suscite de nombreuses questions. Au-delà des questions électorales, je pense, moi, que la question principale en Guinée est une question de confiance entre les acteurs politiques. Si on règle la question de la confiance entre les acteurs politiques, on pourra aller au-delà de ce dialogue-là. Et le dialogue a été lancé par le président Alpha Condé le 29 janvier. Il a posé les termes de référence. Mais on n'a pas encore la réponse de Cellou Dalein Diallo, clairement. Et les questions liées aux problèmes économiques en Guinée sont également importantes. Il faudra que ce cadre-là prenne en charge ces questions. On a également la question des droits de l'homme. On sait qu'on a 400, au moins 400, et plusieurs disparus, 400 prisonniers dans les geôles d'Alpha Condé. Et il faudra peut-être également
prendre en charge cette question, et notamment la question de l'utilisation excessive de la force par les forces de défense et de sécurité en Guinée. Donc il faudra que ce cadre dépasse complètement les questions électoralistes et aille vers une réelle, disons, prise de conscience par rapport à la confiance que les Guinéens doivent avoir dans leur système politique, mais également dans les relations entre les relations ethniques, etc. Je pense que ce cadre doit pouvoir prendre en charge également ces questions, notamment les questions économiques. On sait déjà, ce cadre ne sera pas dirigé par une institution indépendante, mais plutôt par le Premier ministre déjà. Cela ne suscite pas-t-il certaines questions? Ah ben c'est clair que ça va entraîner une certaine méfiance, pour ne pas dire une défiance, par rapport à ce cadre-là. Et ça me rappelle un peu ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Au Sénégal, on a eu également un cadre de dialogue national. Au Cameroun. Mais le bilan qu'on peut faire de ces cadres de dialogue, c'est que, sérieusement, ces cadres de dialogue n'ont pas réglé les questions principales. À la limite, ces cadres ont été juste utilisés pour endormir les adversaires politiques. C'est ce qu'on a vu au Sénégal et ailleurs. Et le fait que le Premier ministre guinéen, M. Fofana, dirige ce cadre-là, ne me permet pas de penser que l'opposition guinéenne sera en confiance dans ce cadre. Alors, Fofana, est-ce que cela ne risque-t-il pas de poser problème aux personnalités de l'opposition? Mais bon, déjà, il faut dire que l'opposition n'était pas très unie pour aller aux élections. Au départ, parce que certains avaient pensé qu'il fallait boycotter les élections, que les dés seraient déjà pipés, que Alpha Condé avait déjà vicié le système pour gagner. Donc, partant de là, il y a déjà une ligne de fracture dans l'opposition. Maintenant, pour moi, avec ce dialogue, le premier défi pour l'opposition, c'est de parler d'une seule et même voix dans les limites du possible. C'est vrai que c'est des entités politiques avec leur fonctionnement, chacun différent de l'autre, mais quand même, ils doivent d'abord s'entendre, trouver un minimum de consensus. Bon, ce n'est pas des syndicalistes, mais si nous étions dans le domaine syndical, on dira voici les revendications syndicales qu'ils voudraient mettre sur la table, ou voici les points sur lesquels ils voudraient des avancées. Donc, le premier défi, c'est pour ça. Maintenant, après, il restera le défi du choix des hommes autour de ce dialogue ou devant animer ce dialogue. C'est vrai que le fait de choisir déjà le Premier ministre comme étant celui qui est le président qui doit conduire le dialogue, ça pourrait être de nature à ne pas huiler les relations. Ça aurait été mieux d'avoir, disons, une personnalité indépendante, connue, respectée, comme ce que nous avons nous au Sénégal ici, avec un homme qui fait consensus aussi bien pour les acteurs du pouvoir comme des acteurs de l'opposition. Et pour conduire le dialogue. Après, maintenant aussi, les termes de référence ont été présentés. C'est des termes à discuter. Donc, parce que si on est dans le monde des consultants que connaît bien M. Seck, on vous donne des termes de référence avec des objectifs, avec des résultats, avec la méthodologie. Donc, quelle est la méthodologie avec laquelle ce dialogue se fera? Bon, tout ça devra faire l'objet d'abord de discussions. Donc, discutons des modalités de la discussion avant d'entamer la vraie discussion. Donc, voilà un peu le souci. Je voulais juste ajouter à ce que Bachir a dit, le fait que M. Sidya Touré, qui était pourtant quelqu'un qui a accompagné Cellou Dalein Diallo pendant un moment dans sa campagne, mais Sidya Touré est partant pour le dialogue. Il l'a dit. Il l'a dit juste après les élections, il a parlé d'un dialogue franc, ouvert, où l'ensemble des Guinéens vont parler des questions qui intéresse réellement la nation guinéenne. Donc lui, il est déjà partant. Et c'est un membre de l'opposition, en quelque sorte. Et déjà, tout à l'heure, vous l'avez un peu brossé. Serait-il possible d'instaurer un dialogue politique en Guinée en l'absence du principal parti de l'opposition, à savoir le FDG? Ce serait un dialogue partiel, pour ne pas dire parcellaire. Parce que de toute façon, je répète que Cellou Dalein Diallo, même si on ne peut pas parler d'un parti ethniciste, mais Cellou Dalein Diallo quand même c'est un monstre de la vie politique guinéenne.
qui est présent depuis quelques années sur la scène politique. Qui a été Premier ministre. Qui a été Premier ministre et qui est quand même quelqu'un d'important, notamment pour la communauté Peul. Je suis désolé de parler d'ethnicisme ici, mais de toute façon, éliminer ou bien faire un dialogue en Guinée sans Cellou Dalein Diallo, moi je considère que ce ne serait pas un dialogue national, un dialogue global, ce serait peut-être un dialogue... je ne pense pas. Et comme le dit aussi M. Fofana, il faudrait aussi peut-être revoir les modalités de discussion de la discussion. Ah, ça c'est sûr. C'est très important. Ça c'est sûr. Les termes de référence doivent être discutés. Tout à fait. Avant que le dialogue ne s'entame. Parce que sinon, on va aller vers des monologues parallèles. Et là, ce serait également très compliqué. Et qu'en sera-t-il, Fofana, du sort des opposants emprisonnés? Mais au début de l'émission, je vous ai dit tout dépend de quels sont les gages que le président devra donner pour montrer sa bonne foi. Et que devrait être sa posture, justement? Moi, je pense que dans un premier temps, pour aller vers un apaisement plus durable, ces gens-là, ils doivent peut-être faire l'objet de grâce présidentielle ou de libération. Ça permettrait au moins de montrer que le président de la République est dans les dispositions de travailler. Parce que lui-même, il le dit sur sa page Facebook, il parle de gouverner autrement. Donc gouverner autrement, ce n'est pas reprendre les anciennes méthodes qui avaient toujours été décriées depuis que vous êtes là. Il faudrait faire des concessions. Donc non, il faudrait d'abord faire des réformes en profondeur de la gouvernance en Guinée. Il s'est engagé dedans, il s'est engagé sur cette voie. Il parle de gouverner autrement avec la réforme de l'administration, la réforme de la lutte contre la corruption, etc., etc. Il a parlé de beaucoup de chantiers. Donc, dans les chantiers, la gouvernance des institutions, c'en est un. Donc, aujourd'hui, pour moi, le premier gage que le président devrait donner à l'endroit de la classe politique, c'est de libérer ses opposants, dits opposants politiques. Même si, il faut le dire, ils ont été arrêtés dans des manifestations de troubles à l'ordre public, etc. Mais, au moins, en les libérant, ça déjà c'est un premier pas pour moi important qui montre que le président est vraiment dans des dispositions de discuter avec tout le monde. Et peut-être que ça pourrait davantage desserrer l'ambiance pour que le principal parti d'opposition, notamment Cellou Dalein Diallo, accepte de venir pour discuter de l'avenir de la Guinée. Parce que c'est ça le plus important. La finalité des finalités, c'est de discuter et d'arriver à ce qu'on puisse dépasser ce cap pour faire entrer la Guinée dans un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre avec peut-être, disons, une démocratie apaisée, des règles du jeu beaucoup plus acceptées. Étant entendu qu'en Afrique, en Guinée ou ailleurs, le parti au pouvoir sera toujours accusé de vouloir mettre les règles à sa convenance. Ça, faut pas être utopiste ou idéaliste. La démocratie parfaite en Afrique, c'est quelque chose... Mais à juste raison, quelquefois. Hein. Mais oui, bien sûr. Et déjà, même parlons même de nouveaux chapitres, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez aussi parlé de gouvernance, entre autres. Mamadou Seck, que retenir déjà des mandats, je dirais bien des mandats écoulés du président Alpha Condé? Vous savez, Alpha Condé est un très grand intellectuel, mais il a actuellement 82 ans. Son premier mandat, 2010-2015, peut être considéré comme un mandat de prise de fonction en quelque sorte. Parce qu'en Afrique également, les mandats de 5 ans, il faudra peut-être les revoir. Parce que 5 ans, on a juste le temps de s'installer, de prendre connaissance des dossiers, etc., de nommer certains, et les 5 ans, pour moi, sont assez insuffisants pour impulser vraiment une empreinte, une dynamique de changement. Mais on a vu quand même qu'Alpha Condé s'est attaqué aux problèmes de la Guinée, notamment les problèmes d'infrastructure. D'ailleurs, c'est assez... mais il a dit au départ que son problème, c'est qu'il ne peut pas comprendre qu'en Guinée, on n'est pas d'hôtel. Vous voyez bien, c'était déjà son premier combat. Bon, vous me direz que c'est dérisoire de construire des hôtels par rapport aux problèmes économiques de la Guinée. Mais c'était peut-être son premier chantier. Et ensuite, il a parlé des infrastructures et il a réintégrer la Guinée petit à petit dans la communauté internationale aussi, quelque part. Hein? Avec sa stature d'intellectuel, il a quand même donné à la Guinée une certaine visibilité. Et surtout d'opposant historique. Ouais, d'opposant. Donc il a donné à la Guinée une certaine visibilité. Je crois que son échec, si on peut, parce qu'un bilan également, c'est un passif et un actif. Ouais. Son échec, si on veut voir un peu quelque part où il a échoué, c'est au niveau de la bonne gouvernance.
Les règles de bonne gouvernance n'ont pas été respectées en Guinée. Et au niveau également des droits de l'homme. Et alors, je vais dire la bonne gouvernance politique et économique. Et c'est le chantier actuellement du président Alpha Condé. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il est capable, à son âge, actuellement, de s'attaquer à ces chantiers-là? Déjà, là, vous parlez déjà même des priorités auxquelles il doit s'attaquer. Et déjà, avec ce dialogue, peut-on dire qu'on se dirige vers une décrispation du climat politique dans le pays, ou bien la fin, on dirait, du front commun contre le troisième mandat d'Alpha Condé? Bon, déjà, il faut dire que le seul fait que la communauté internationale ait validé ces élections, ça fait que tous ceux qui contestaient ce troisième mandat ont pratiquement perdu cette bataille. Donc après, vous avez perdu une bataille. Est-ce que vous allez rester là à vous ressasser cette bataille, ou est-ce que vous allez vous lancer de nouveaux défis? Je pense que l'intelligence voudrait qu'on se lance de nouveaux défis. Et donc l'un des nouveaux défis aujourd'hui, c'est de dialoguer, en espérant que tous les acteurs viendront autour de la table, en espérant que les règles de la discussion seront acceptées, partagées, acceptées, et que la finalité du dialogue débouchera sur quelque chose. Bon, mais maintenant, après, il faut peut-être voir, nous en Afrique, de façon générale, le dialogue débouche sur de l'entrisme. Généralement, on dialogue pour après dire on va faire un gouvernement d'union nationale. Bon, si le gouvernement est vraiment d'union nationale et que c'est pour l'intérêt des Guinéens, je ne dirais pas non. Mais si c'est un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt particulier des acteurs politiques, et c'est là le danger, et c'est ce qu'il faut peut-être craindre. Parce que des fois, leurs intérêts personnels du moment peuvent primer sur les intérêts de la collectivité. Et quel avenir pour Cellou Dalein Diallo, politiquement? Politiquement, c'est le principal opposant. Maintenant, Cellou Dalein Diallo, ce qui lui manque, à mon avis, de mon point de vue, c'est de devoir élargir sa base politique au-delà de son ethnie. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la communauté guinéenne de façon générale, Cellou Diallo, il gagne énormément au nord et presque pas au sud. Et donc, vous allez au nord qui sont là-bas, c'est sa communauté. Donc, c'est son ethnie. Donc, aujourd'hui, il doit devoir donner des gages de bonne foi aux autres ethnies pour que les gens-là puissent le prendre comme ce rassembleur des Guinéens plutôt que comme le candidat des Peuls. Parce qu'il faut qu'il se départisse de cette idée de candidat des Peuls ou de partisan des Peuls, etc. Donc, aller au-delà des clivages. Aller au-delà des clivages. Pour moi, c'est ça l'avenir de Cellou Dalein Diallo. Mais l'avenir de la Guinée de façon générale, c'est que tous ses fils et ses filles se retrouvent pour assurer son développement. Et là, Fofana vient de parler de la posture que devrait adopter Cellou Dalein déjà pour un climat politique apaisé en Guinée. Mais quelle perspective quand même pour son parti? Le parti, vous savez, chez nous, les partis politiques sont extrêmement liés à leurs leaders. Hein? Donc je vais continuer à parler de l'avenir de Cellou Dalein Diallo. Il a 68 ans. Il n'est pas assez âgé pour un homme politique, c'est déjà bien. Ouais, Alpha en a 82. Et quand même, Cellou a déjà commencé depuis longtemps à essayer de rassembler les Guinéens. D'ailleurs, il a travaillé avec Sidia Touré, avec beaucoup d'autres, des forestiers. Donc, il a cette idée-là peut-être en tête que pour gagner des élections, il faudra rassembler les Guinéens autour de l'essentiel. Et je crois que ça, c'est une priorité. Et son parti, disons, l'avenir de son parti dépend largement de l'avenir de Cellou aussi. Et terminons rapidement avec la société civile guinéenne. Que devrait être aussi sa posture dans tout ça? Vous savez, en Guinée, le clivage ethnique, et je reviens sur ça, est tellement important qu'il est extrêmement difficile de jouer les arbitres hein, en étant dans une société civile. Donc, moi je pense qu'il faut d'abord régler la question de l'unité nationale en Guinée. C'est la priorité. Et régler cette question de l'unité nationale, c'est également faire en sorte que tous les Guinéens se sentent dans une nation unie pour aller peut-être vers le développement économique et social. Alors rapidement, M. Fofana, pour boucler cette première partie, rapidement, votre... Oui, en fait, pour rejoindre un peu ce que dit Sec, moi, en 2010, j'ai failli être correspondant d'une radio internationale pour la Guinée. Mais quand ils ont voulu me recruter, ce qu'ils m'ont dit, c'est que nous n'avons pas voulu prendre de journalistes guinéens parce qu'ils sont pratiquement, pour l'essentiel,
clivant. Soit ils soutiennent tel, donc voilà à peu près. Et c'est un peu cela aussi. Donc il va falloir un moment ou un autre dépasser cela. Et c'est valable pour la société civile. Parce que c'est valable pour les médias. Les médias sont pro-Alpha, pro-Condé, pro-Selou, pro-tel, pro-tel, pro-tel. Donc ça, c'est des choses que vous voyez en Guinée, que peut-être vous voyez au Sénégal, mais pas aussi de façon ouverte, quoi. Donc pour moi, c'est à ce niveau peut-être qu'il va falloir trouver la solution, et la société civile devra jouer son rôle, notamment les femmes, et notamment sur des questions de droits de l'homme, parce que jusqu'à présent, on continue en Guinée à parler de torture, à parler d'autres choses de disparition d'hommes politiques, et ça fait partie des choses vraiment que nous n'aimerions pas voir dans ce pays. En bref, réunir le peuple guinéen autour de l'essentiel. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans la seconde partie. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, et comme je le disais à l'entame de mes propos, nous allons au Tchad, où le président Idriss Déby a été investi le 6 février dernier par son parti comme candidat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Un 6e mandat qui déclenche une vague de manifestations dans le pays. À la tête du pays depuis 1990, que faudrait-il tirer des 30 ans du président Déby au pouvoir? Comment veiller à l'organisation d'une élection apaisée, libre et transparente dans le pays? Quels défis attendent le prochain président tchadien? Les réponses, c'est tout de suite dans cette deuxième partie, évidemment, avec nos invités. Mamadou Seck, déjà, que peut-on dire des 30 ans de règne d'Idriss Déby à la tête du Tchad? Bon, en fait, faire le bilan de ces 30 ans de règne, c'est d'abord voir comment Déby est arrivé au pouvoir. Exactement. Déby est arrivé au pouvoir par une rébellion contre son ancien mentor, on va dire, Hissène Habré. Et alors, Déby est arrivé au pouvoir également avec l'aide du Soudan, de la France et de la Libye de Kadhafi. Donc, sur le plan strictement géostratégique, on peut dire que Déby est arrivé au pouvoir en faisant un peu l'affaire des principaux partenaires du Tchad. Maintenant, le bilan qu'on peut faire des 30 ans de Déby, il faut peut-être demander au peuple tchadien. C'est est-ce que Déby a réglé les problèmes de développement économique? Est-ce qu'il a réglé les problèmes d'infrastructure? Est-ce qu'il a réglé les problèmes sécuritaires, avec notamment les incursions de Boko Haram? Est-ce qu'il a réglé ces problèmes-là avec la rébellion au nord, qui est encore présente, et cette rébellion qui vient également du Soudan, qui est encore présente? Est-ce qu'il a réglé, disons, les problèmes des droits de l'homme au Tchad? Donc, si on voit tous ces éléments, je suis obligé de dire que le bilan de Déby n'est pas aussi reluisant que cela. Mais il a quand même le mérite d'avoir au moins assuré au Tchad une certaine continuité politique qui n'a jamais existé au Tchad. Hein? Donc, le bilan de Déby, on va dire qu'il n'est pas très positif, mais au niveau de l'aspect sécuritaire, de la mise en place d'une armée forte et de la mise en place, on va dire, d'une sécurité par rapport à Boko Haram, par rapport à... Là, Déby a réussi, au moins sur ce plan-là. Alors Fofana, vous êtes d'avis? Oui, vous savez, pour compléter ce qu'il disait, bon, ils avaient combattu Hissène Habré parce qu'au sommet de la Baule, en 1989, quand Mitterrand a appelé tous les chefs d'État pour leur dire qu'il faut rentrer dans la camisole qu'est la démocratie, l'ouverture démocratique, le seul président qui avait osé dire non, c'était Hissène Habré. Donc ça, il faut rendre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire, comme on dit. Donc Déby est arrivé au pouvoir avec Hissène Habré en 82 à la suite d'un coup d'État. Après, il s'est rebellé contre Hissène Habré, pour après soutenu par ceux dont parlait tout à l'heure Seck, c'est-à-dire la Libye, la France, etc. Le Soudan de Béchir pour renverser Hissène Habré. Et Hissène Habré est venu au Sénégal avec l'avion présidentiel, avec toute sa famille. Il a fallu même que le Tchad porte plainte contre le Sénégal aux Nations Unies pour qu'on rende l'avion présidentiel. Donc pour vous dire, c'est une partie de l'histoire qui nous concerne. Donc ce Déby-là, dans un premier temps, il a été le chef de guerre.
qui a cherché à pacifier son pays, qui a cherché à asseoir son autorité. Par la suite, il a commencé à parler d'élections et depuis, il gagne aux élections au premier tour à chaque fois. À chaque fois. Maintenant, après, au Tchad, il faut le dire aussi, il n'y a pas de limitation de mandat, comme dans d'autres pays. Donc, ce qui fait que lui, il se présente pour la 6e fois. Donc, aujourd'hui, il est candidat pour la 6e fois. Il est candidat, même si ailleurs, on aurait demandé aux autres présidents par rapport à la communauté internationale de libérer le plancher. Mais aujourd'hui, Déby fait l'affaire de la communauté internationale. Parce qu'en termes de stabilité de la région centrafricaine, il a été cet État qui n'a pas flanché. La Centrafrique est pratiquement à terre. La Libye, c'est des ruines. Le Soudan à côté, c'est pareil. Le nord du Nigeria qui est frontalière au Tchad, on parle de Boko Haram. Donc tout ça fait que Idriss Déby est finalement ce gendarme de cet espace-là. Avec les découvertes de pétrole et de gaz, on se rappelle qu'il a dit à un moment donné, je veux sortir du CFA, parce que le compte d'exportation, etc., n'était pas très avantageux pour son pays et tout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce président-là, il est ce gendarme de cette partie de l'Afrique. Maintenant, quand on rentre sur ce qu'il a fait pour son pays, posons la question aux Tchadiens, mais quand on prend les instruments de mesure internationaux et généralement admis, comme peut être l'indice de perception de la corruption, l'IPC, l'IDH, l'indice de développement humain, etc., on se rend compte que le Tchad est cité parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Donc partant de là, on peut dire effectivement sur les gestions, sur les questions sécuritaires, c'est un président qui a quand même fait beaucoup de choses. Mais si on le note sur d'autres questions de développement, d'économie, de santé, d'éducation, d'infrastructure, bon, on ne dira pas qu'il n'a rien fait, mais il aurait beaucoup mieux fait. Mieux faire. Il pouvait mieux faire. D'accord. Déjà, Fofana, il a un peu procès Idriss Déby, candidat pour la 6e fois. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est vrai que pour un partisan de la démocratie, c'est déplorable. Oui. Qu'un président se présente pour la 6e fois. Cela donne l'impression que dans ce pays, personne n'est capable de diriger le pays à part lui. Mais il faut également dire que Idriss Déby, c'est un chef de guerre. Il a même pris le titre de maréchal. Cela nous renseigne un peu sur cette forme de mégalomanie qu'on a. Alors, il se présente pour la 6e fois parce que c'est un gage de sécurité pour la communauté internationale. Ça aussi, c'est extrêmement important. Parce que le Tchad, c'est un pays d'1 480 000 km². C'est énorme. Et le Tchad est entouré par une ceinture de feu. Il y a le Darfour au Soudan. Il y a la Libye qui a pratiquement implosé. On a de l'autre côté le Niger, le Nigeria et le Cameroun avec les incursions de Boko Haram. Et l'armée tchadienne poursuit les islamistes de Boko Haram à l'intérieur de ces territoires-là. Le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Et pratiquement sur tous les fronts? Sur tous les fronts. Parce que c'est une armée extrêmement forte. Sans compter que c'est l'un des plus grands pourvoyeurs d'hommes dans les missions onusiennes. Donc je disais que c'est une armée qui est extrêmement forte, avec à peu près 30 000 hommes. Et ça, au moins, Déby l'a réussi. Au moins, Déby l'a réussi. Maintenant, par rapport à sa tentative de 6e mandat, on va laisser les Tchadiens décider, s'ils peuvent décider. Ça veut dire si le scrutin est assez démocratique pour que les Tchadiens décident. Et déjà, vous avez déjà donné votre appréciation par rapport à son engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. Oui, je dis que Déby quand même est un bon soldat par rapport à cela, sérieusement. Parce que si on voit le travail fait par les soldats tchadiens au Mali, parce qu'au Mali, au nord du Mali, ce ne sont pas les Français. Ce sont les Tchadiens qui ont une bonne connaissance du terrain et qui poursuivent les islamistes. Hein? Donc, les rares victoires qu'on a au niveau du G5, c'est avec les Tchadiens. Les Tchadiens jouent un rôle extrêmement important. Et Fofana, dites-nous, cette nouvelle candidature, elle est contestée tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est au peuple tchadien d'en juger, par l'opposition tchadienne et une centaine
une certaine plutôt partie de la population, ce qui a conduit à des manifestations qu'on a notées un peu partout dans le pays. Quelle lecture faites-vous déjà de cette situation préélectorale? Oui, vous savez, de plus en plus, nous pensons, nous Africains, de façon générale, nous pensons que 2 mandats, c'est largement suffisant. Donc, nous pensons que, bon, maintenant, après, comme disait Seck, il va falloir peut-être qu'on regarde la durée parce que 5 ans... rallonger un peu. Voilà, 5 ans, c'est quand même bon, le temps de voir, le temps d'arriver, de s'asseoir. On dit que le premier mandat est fini. Le temps de commencer le deuxième, tu te rends compte que c'est fini. Et c'est là que vous dites, mais bon, j'avais des projets, je n'ai pas fini, etc. C'est comme ça que ça commence. Mais bon, dans tous les cas, je pense que les Tchadiens doivent avoir les ressorts nécessaires pour justement arriver à soit le maintenir s'ils estiment qu'il est bon pour eux, parce que ce n'est pas nous qui votons, c'est eux, ou bien le changer, parce que le dernier mot revient aux Tchadiens. Mais il va de soi que de l'extérieur, nous estimons que 1990 à maintenant, ça fait 31 ans. Ceux qui sont nés en 1990, quand ils prenaient le pouvoir, sont aujourd'hui dans la vie active. Donc, c'est assez suffisant. Ce que vous n'aviez pas fait en 30 ans, ce n'est pas sur ces dernières années que vous allez le faire. Bon, maintenant, après, ceux qui guettent aujourd'hui Déby, ça risque de guetter bientôt aussi Paul Kagame. Parce que, bon, malgré qu'il soit un leader charismatique, mais il est là depuis 1994. Il commence à durer lui aussi. Donc, voilà, l'ère du président super puissant et omnipotent, omniprésent, ça devrait finir. Les Tchadiens devraient finir ça. Maintenant, après, en face de Déby, est-ce qu'il y a une opposition assez forte, assez organisée pour pouvoir faire face? L'avenir nous le dira, mais déjà, il y a quand même, il faut le dire, une première tentative de regroupement des candidats. Je pense qu'ils en sont à 7 ou 6 qui Nous allons y revenir dans le développement. Okay. Déjà, Mamadou Seck, peut-on, dans ces conditions, espérer des élections apaisées au Tchad? Les élections apaisées vont dépendre essentiellement d'abord de la logistique que l'État tchadien va mettre en place. C'est un pays qui est immense. 1 million de kilomètres carrés. Ensuite, de la, on va dire, de la sincérité que le président Déby, ou bien, est prêt à mettre en jeu par rapport à ces élections. De toute façon, il a toujours gagné au premier tour. Depuis 1995, les premières élections, il a toujours gagné au premier tour. Et l'opposition tchadienne a toujours dit que les élections ne se sont pas déroulées normalement. Il y a eu toujours des contestations. Maintenant, tout le monde sait qu'en Afrique, il est extrêmement difficile d'organiser des élections libres, transparentes, à date échue et des élections démocratiques. Apaisées surtout. Non contestées surtout. C'est extrêmement compliqué. Donc, on va voir ce que cela va donner. En tout cas, les candidats devront déposer leur dossier le 13 de ce mois. D'ici le 13, on va voir d'abord quel est le nombre de candidats et ensuite on va peut-être voir ce que cela va donner après. Mais y a-t-il lieu quand même de s'inquiéter de la situation actuelle du pays? Mais dès l'instant qu'il y a des violences et qui peuvent après déboucher sur une paralysie totale ou partielle de l'activité économique du pays, forcément il faut le craindre. Parce qu'il suffit simplement qu'une partie de N'Djamena soit bloquée ou une autre partie d'une autre ville, etc. pour que justement qu'on en craigne des conséquences que subiront les populations. Effectivement, il y a quelque chose à craindre à ce niveau. Mais j'espère que les Tchadiens ont les ressorts qui leur permettent justement de pouvoir dépasser ces caps. Parce que bon, moi j'ai toujours dit, et je le dis, je le maintiens, c'est pas dans la violence qu'on chasse un président. C'est avec les urnes qu'on chasse un président. Nous, au Sénégal, nous avons chassé 2 présidents par les urnes. Nous avons manifesté contre le président Abdoulaye Wade parce que nous avions estimé que sa candidature n'était pas recevable. Mais quand l'organe qui est le Conseil constitutionnel a dit que sa candidature est recevable, nous sommes allés aux urnes et nous l'avons battu. Donc, pour moi, c'est la voie du salut, c'est les urnes, à condition, justement, que l'organisateur des élections puisse mettre la logistique nécessaire, comme il l'a dit, et puisse mettre la sincérité qui doit accompagner ou qui doit entourer le processus électoral. Que ceux qui doivent
gérer ce processus ne soient pas des gens sur qui on jette la suspicion. Oui, allez-y. Bachir, ok, il faut peut-être se rendre à l'évidence. Au Tchad, les élections n'ont jamais chassé un président. Et quelque part, au Tchad, on a des chefs de guerre. Hein. Depuis Goukouni Wedei, Issé Dabré, Idriss Déby, on a l'impression que le pouvoir est un butin. Hein, et le plus courageux ou bien celui qui a les forces armées les plus importantes vient prendre le pouvoir. En 2005, la rébellion qui était partie du Soudan est venue entourer le président, encercler le palais présidentiel. Il a fallu l'intervention des forces françaises. Alors vous l'avez dit, le président sortant aura face à lui un candidat issu d'une coalition unique déjà. Il s'agit de Théophile Bongoro, issu d'une alliance quand même forte de 16 partis de l'opposition du pays, sans compter certains partis qui n'ont pas pour l'heure encore rejoint cette alliance de la victoire. Se dirige-t-on vers une nouvelle alternance dans le pays? Oui, en fait, il faut dire que à la dernière élection, Déby a gagné avec 66%, je pense, et le deuxième était à 16%. Et il y a un grand écart quand même. Il y a un grand écart quand même, il faut le dire. Donc ce grand écart, tout dépendra après maintenant des forces. Et tout dépend également de la capacité de ces partis à se dissoudre dans une grande masse pour aller à la conquête ou à l'affront à l'assaut de Déby. Donc maintenant, il y a déjà une coalition qu'on appelle la coalition de la victoire. Donc les partis qui la composent ont décidé de présenter une candidature. Donc en attendant de voir d'autres peut-être les rejoindre ou en attendant de voir peut-être eux s'entendre pour dire qui est leur candidat. Parce que ce n'est pas encore déterminé. Mais une fois que ce sera déterminé, si ce candidat, il a beaucoup de, disons, de force. Disons que cela a déjà été déterminé. Il s'agit de Théophile Bongoro. C'était oui, c'est celui qui était arrivé deuxième à la dernière élection. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Oui, c'est pas le même. Mais dans tous les cas, je pense que ce candidat-là, est-ce qu'il peut renverser Déby? L'avenir nous le dira. Mais très sincèrement, je ne vois pas assez de force pour faire face à ce président. Quand même, il a un rouleau compresseur, Idriss Déby, c'est un rouleau compresseur. Bon, c'est comme il le dit, il a un rouleau compresseur. Pensez-vous que cette opposition tchadienne, elle fait le poids face à cet homme qui a dirigé le Tchad avec une main de fer durant 30 ans? C'est extrêmement difficile qu'une opposition fasse le poids au Tchad, avec, disons, la puissance du président Idriss Déby. Mais ce que je peux dire, c'est que l'opposition tchadienne est extrêmement émiettée. On a, si on veut faire un peu une géographie de cette opposition, on a le candidat de la coalition Victoire, Bongoro, Théophile. Celui-là, il n'a jamais participé à des élections. Il faut également que ça soit clair. C'est un notaire d'à peu près 55 ans. Il n'a jamais participé à des élections. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit désigné candidat est déjà une surprise. C'est déjà une surprise parce qu'il y a le deuxième des dernières élections contre Déby qui s'appelle Kepsabo. Oui. Celui-là, il était candidat, mais il a eu 5 voix pour les 15 partis de la coalition Victoire. Hein? Et Bongoro a eu 11 voix. Donc c'est pratiquement une surprise. Hein? Mais Kepsabo a accepté cela. On a également un jeune qui n'a même pas 40 ans, hein, qui s'appelle Succès Masra. Qui était par ailleurs troisième aux précédentes élections. Et celui-là, moi je considère que c'est peut-être l'avenir du Tchad. C'est peut-être mon avis, et c'est ce que je crois. Et on a d'autres, hein. On a par exemple Roma Dungar, on a d'autres candidats, mais l'opposition tchadienne est complètement émiettée face à Déby. Et d'ailleurs, Déby ne leur fait pas de cadeau, hein, par rapport aux droits de l'homme, etc. Mais ils sont pratiquement, disons, ils sont souvent emprisonnés. Et il y a vraiment une utilisation excessive de la force, de la part des forces de l'ordre tchadiennes.
Parce qu'actuellement même, il y a certains opposants qui ont été emprisonnés. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public avec les nombreuses manifestations dans ce pays. Mais dites-nous, quels sont les enjeux de ce scrutin tchadien? Non, mais l'enjeu pour moi, il est d'ordre sécuritaire. Parce que comme on l'a développé tantôt, Seck et moi, le Tchad est un îlot de stabilité dans une zone instable. Donc aujourd'hui, le Nigeria par-ci, le nord du Nigeria, disons, le Soudan, le Sud-Soudan par là, la Libye par là, le Cameroun par là, la Centrafrique. Donc tous ces États aujourd'hui, disons, c'est des États où c'est des États avec une énorme instabilité. Donc aujourd'hui, le Tchad est ce pays-là qui arrive à régenter le gendarme de cet espace. Donc l'enjeu sécuritaire va primer sur le reste des autres enjeux que peuvent être l'éducation, la santé, le développement des infrastructures, etc. Ce sont des points essentiels également. C'est des points essentiels, mais la sécurité va être mise en avant. Et sur ça, vous verrez que le président sortant a un avantage non négligeable en disant « je suis le chef de guerre qui a ». Je suis le chef de guerre qui a... Comme le disait tout à l'heure M. Seck. Comme le disait M. Seck. Donc voilà. Mais après cela, eh ben, les autres défis sont là. Qu'on soit Tchad, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, nous avons les mêmes défis. C'est le défi de la sécurité alimentaire, c'est le défi de l'industrialisation de nos pays, c'est le défi de l'éducation, de la santé, c'est de l'accès à l'eau potable, etc. C'est le défi de la bonne gouvernance. Donc voilà, aujourd'hui, comme je le disais, quand vous regardez ces instruments de mesure admis et acceptés par tout le monde, indice de perception de la corruption, IDH, indice de développement, disons, humain, les documents des institutions comme la Banque mondiale, etc. Le Tchad fait partie de ces pays les moins bien classés. Donc le défi, il est là, mais la sécurité d'abord. La sécurité d'abord. Vous êtes d'avis? Ah oui, la sécurité d'abord. Et je crois que le malheur de nos États en Afrique, c'est que nous sommes entrés dans la démocratie sans avoir construit réellement une nation forte. Tout à fait. Et tant qu'on n'aura pas de nation forte, ce sera difficile de respecter les règles de la démocratie. Ces règles seront toujours biaisées par des fractures ethniques, régionalistes, etc. Et c'est là le grand problème qu'il faut d'abord régler. Il faut d'abord que l'État tchadien soit là, soit présent, que le Tchad ne soit pas, le pouvoir ne soit plus un butin pour les chefs de guerre au Tchad. Et que la démocratie s'installe réellement dans ce pays, avec une opposition qui s'oppose et qui est respectée, un pouvoir qui respecte toutes les règles de bonne gouvernance politique et économique. Là, on pourra parler d'un Tchad assez apaisé. Et on pourra aller peut-être vers des élections qui donneront au Tchad un président respecté par les Tchadiens et par la communauté internationale. Autre chose également, après avoir été maintes fois repoussées depuis 2015, les législatives se tiendront le 24 octobre 2021. À quoi peut-on s'attendre? On peut s'attendre à des élections qui seront gagnées par le parti d'Idriss Déby, le MPS, le Mouvement patriotique du salut. Et c'est clair que, de toute façon, parce que, imaginez, des élections qui sont repoussées depuis 2015, 6 ans, hein, et qui seront organisées en octobre, mais c'est Déby qui a choisi que ces élections soient organisées en octobre. Donc ça veut dire qu'il est fin prêt, lui, et que l'opposition, aussi émiettée qu'elle soit, n'est pas prête, pratiquement, à ces élections-là. Mais l'opposition ira aux élections, mais ira aux élections pour juste constater son échec, je crois. À quelle fin? Bon, pour participer à un jeu démocratique, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais été quelque chose de très bien. Nous l'avons vécu au Sénégal en 2007, quand la grande majorité de l'opposition a boycotté les élections. C'est en ce moment que toutes les lois qu'on disait des lois iniques, scélérates, ont été votées. Sous l'ère Abdoulaye Wade. Sous l'ère Abdoulaye Wade, parce qu'il n'y avait pas une opposition à mesure de faire face à ces gens-là. Donc aujourd'hui, les Tchadiens ou l'opposition tchadienne, même si elle part avec un gros handicap qui donne un gros avantage à Déby, ben, il faut qu'elle participe. Et quels seront les enjeux? D'abord exister pour les opposants, parce que comme on dit en Wolof, on dit une expression célèbre, c'est-à-dire là où tu n'es pas, tu ne peux pas
tu ne peux pas décider. Donc exister, avoir une tribune, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Assemblée nationale est une tribune politique. Donc le vote des lois, c'est généralement des occasions pour des opposants pour se faire entendre sur des dossiers importants, etc. Donc cette tribune politique, il faut savoir l'utiliser. Donc il faut être là-bas, il faut y être, il faut être présent. Et donc ça, c'est pour moi le premier enjeu, exister, continuer à exister et peut-être après se préparer pour faire face à Déby pour les prochaines échéances à venir. Et sera-t-il facile de faire face à Déby? Faire face à Déby, ce sera compliqué, extrêmement compliqué, en tout cas dans le jeu démocratique. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on a encore des rebelles tchadiens au Soudan. Et autre chose que j'ai oublié de préciser, je ne vous coupe pas, bien sûr, si Idriss Déby est reconduit. Ah, s'il est reconduit, forcément, s'il est reconduit. Je disais qu'il ne faut pas oublier que le jeu politique tchadien est souvent, disons, on a quelquefois l'irruption des forces armées ou bien des rebelles qui arrivent et qui dérangent complètement le jeu politique. Donc il ne faudrait surtout pas oublier qu'on a des rebelles tchadiens de l'autre côté de la frontière soudanienne et qui s'agitent quelque part. Donc il ne faudra peut-être pas seulement penser au jeu politique, au jeu démocratique, il faudra également penser un peu à ces rebelles-là qui pourront... L'aspect sécuritaire qui prime beaucoup. Je Vous êtes d'avis sur ça? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Le premier défi tchadien, il est sécuritaire avant les autres problématiques. Donc les rebelles sont encore là dans certains endroits et que bon, il va falloir ils font de temps à autre des irruptions dans l'espace public ou dans l'espace politique. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Il va falloir bien le gérer, c'est tout. Bon, de toutes les façons, espérons assister à des élections apaisées et surtout transparentes pour le bien du peuple tchadien. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Nous sommes à la fin de cette seconde partie. Merci. Mamadou Seck. Merci Aminata. Merci Monsieur Fofana. Je rappelle que vous êtes politologue. Analyste politique. Analyste politique. Voilà, c'est la nuance. Voilà, ainsi se referme ce débrief. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau débrief, toujours sur Médian TV Afrique.